Nous allons, dans la deuxième partie, nous intéresser aujourd'hui à des ressources énergétiques du passé, et en particulier une première ressource énergétique que vous connaissez sous le nom de charbon. Je vous demande donc d'écrire à la suite du bilan, grand 2, des ressources énergétiques du passé, puis grand A, une ressource énergétique, le charbon. Je vous demande ensuite de coller la feuille de l'activité numéro 1 que vous pouvez trouver sur le cahier de texte en ligne. Vous allez aujourd'hui devoir réaliser cette activité et c'est cette activité que je vais vous demander de me renvoyer directement par mail ou directement sur la messagerie Pronote. Alors, on va parler d'une énergie qu'on appelle fossile et on va essayer de comprendre pourquoi cette énergie est qualifiée de fossile. On va parler du charbon. Introduction. Parallèlement à la population mondiale, qui devrait atteindre plus de 9 milliards d'individus en 2050, les besoins en énergie ne cessent d'augmenter. Aujourd'hui, 87% de l'énergie utilisée dans le monde provient de combustibles fossiles. Et le charbon est un combustible fossile connu et utilisé depuis la haute antiquité. On va s'intéresser à quelles sont les conditions nécessaires à la formation du charbon. Pour répondre à cette problématique, je vais vous donner des documents et à l'aide de ces documents, vous allez devoir rédiger une synthèse qui explique les différentes étapes et les conditions permettant la formation du charbon. En conclusion, vous justifierez le terme de combustible fossile que l'on utilise quand on veut désigner le charbon. Nous allons ensemble regarder les différents documents. Je vais vous donner des aides pour comprendre ces documents, puis ensuite, je vous laisserai rédiger la synthèse que vous devrez me renvoyer. Alors, regardons ensemble le premier document. Ce premier document est un tableau dans lequel nous avons des exemples de certaines roches, quelques roches, qui sont pour la plupart de couleur foncée. Nous avons dans un premier exemple une première roche qui s'appelle la tourbe, qui est de couleur brun clair et qui contient des fragments de végétaux. Nous avons dans une deuxième image la houille qui est de couleur noire et que vous pouvez appeler du charbon. Puis enfin dans la troisième image, là encore, une roche extrêmement noire et brillante qu'on appelle l'anthracite. Le dernier exemple est une roche qui n'est pas un charbon. C'est du schiste ardoisier qui contient des fossiles de fougères mais qui n'est pas du tout considéré comme du charbon. Intéressons-nous maintenant au deuxième document, un petit peu plus compliqué, où nous allons parler des différents charbons, qui sont ici, les trois premières roches étant des charbons, et nous allons analyser leur chimie, c'est-à-dire leur composition en atomes, c'est-à-dire d'un point de vue chimique. Le charbon, on a dit que c'était un combustible fossile qui présente différentes variétés. Alors nous avons ici comme exemple la tourbe, la houille et l'anthracite. Nous allons nous intéresser à la composition de la tourbe, de la houille et de l'anthracite. Regardons grâce au tableau ici les taux de carbone, le carbone étant un élément chimique très important, qu'il y a à l'intérieur des trois types de charbon dont nous venons de parler. Ici, nous avons sur la ligne les différents types de charbon. Donc la tourbe, qui correspond à cette roche-là, la houille, qui correspond à cette roche-là, et enfin l'anthracite, à proprement dit le charbon qu'on utilise, qui est ici. Qu'est-ce que l'on constate? On constate qu'ils contiennent tous du carbone. Par contre, les quantités sont différentes. Dans la tourbe, on a entre 50 et 55% qui sont du carbone. Pour la houille, on a un peu plus, entre 75 et 90%, alors que pour l'anthracite, nous avons entre 90 et 95% que du carbone. On peut donc déjà penser que le charbon est une roche extrêmement riche en carbone. Mais le charbon ne contient pas que du carbone, il contient aussi de nombreuses molécules dérivées, des glucides, des lipides et des protéines, donc des molécules de type organique. Si on s'intéresse à des analyses chimiques de différents échantillons prélevés dans un gisement de charbon, on peut regarder on peut les comparer aux végétaux et regarder ici leur composition. Alors, sur la première ligne ici, j'ai la composition des végétaux en moyenne. En dessous, la composition des charbons, des échantillons de charbon que l'on a pris dans un gisement de charbon, c'est-à-dire un endroit où l'on va récolter le charbon.
Regardons ici, pour les végétaux, nous avons ici différents atomes, c'est-à-dire différents composants. Le C correspond au carbone. Le H correspond à l'hydrogène. Lorsque l'hydrogène est composé de 2 atomes d'hydrogène, on parle de dihydrogène et c'est un gaz. Le O correspond à l'oxygène. Là encore, lorsque l'eau est associée à un autre O, on parle de dioxygène et là encore c'est un gaz que vous connaissez bien, on nomme O2. Ici, nous avons le N qui correspond à l'atome de l'azote. L'azote, là aussi, lorsqu'il est associé à un autre azote, on parle de N2 et c'est encore un gaz, du diazote. Nous avons ici le Si qui correspond au silicium. Le silicium est un des composants principaux de beaucoup de roches sur notre planète. Et nous avons Al qui correspond à l'aluminium. Autre pour indiquer qu'il y a d'autres atomes qui ne sont pas répertoriés ici. Alors la première chose, c'est que l'on constate que dans les végétaux, tout comme dans les charbons, il n'y a pas ni de silicium ni d'aluminium. Par contre, les végétaux, comme les charbons, contiennent ces 4 autres éléments qui vont être importants. Ils contiennent du carbone, ils contiennent de l'hydrogène, ils contiennent de l'oxygène, ils contiennent de l'azote. 45,1% des végétaux correspond à du carbone et 44,9% correspond à de l'oxygène. Chez le charbon, nous avons là encore beaucoup de carbone. 86,7% d'un charbon, c'est du carbone. Et nous avons moins d'oxygène, très peu d'azote et un petit peu d'hydrogène. On peut donc déjà commencer à comprendre que les végétaux et le charbon sont composés des mêmes atomes. Pas dans les mêmes quantités, mais les mêmes atomes. Petite aide pour expliquer ces 2 premiers documents. Le premier document nous montrait qu'il existait des fragments de végétaux dans les charbons. Donc, les charbons sont issus des végétaux. Pour le document 2, nous comprenons que le charbon sont des roches combustibles, riches en carbone, de 50% lorsque l'on regarde la tourbe jusqu'à 95% lorsque l'on regarde de l'anthracite. Que de la tourbe à l'anthracite, on va avoir un enrichissement en carbone. C'est ce qu'on va appeler la carbonification et c'est ce que l'on va voir dans la suite de l'activité. Les charbons sont donc riches en matière organique, en carbone, en hydrogène, en oxygène, en azote, contrairement à d'autres roches comme par exemple le grès qui n'en contiennent pas. Et les charbons sont enrichis en carbone par rapport aux végétaux, c'est-à-dire qu'ils contiennent davantage de carbone que les végétaux. Il y a une relation entre les charbons et les végétaux. En fait, les charbons sont issus de la transformation de la matière végétale par un processus que nous allons détailler qui s'appelle la carbonification. Alors, qu'est-ce que c'est que la carbonification? Alors là, ça va être un peu plus compliqué, donc il va falloir s'accrocher. Nous allons ensemble regarder le document 3. Le document 3 est un texte qui nous parle du devenir des végétaux d'une forêt après leur mort. Quand les végétaux d'une forêt meurent, les longues molécules organiques qui les constituent, qui constituent les arbres, qui constituent tous les végétaux de la forêt, sont décomposées en matière minérale par l'action des décomposeurs. Rappelez-vous, c'est ce que nous avons vu en classe de 6e. Les végétaux, lorsqu'ils meurent, ils sont décomposés par des décomposeurs. Rappelez-vous, on a vu aussi que ces transformations, cette décomposition, permettait la consommation de dioxygène. Ça veut dire que les décomposeurs, pour transformer, décomposer la matière organique en matière minérale, ils ont besoin de dioxygène. C'est pourquoi, lorsqu'une grande quantité de végétaux se trouve noyée dans une couche d'eau peu profonde, celle-ci s'appauvrit en dioxygène. J'espère que vous comprenez cette phrase. Lorsqu'il y a de végétaux qui meurent et qui se retrouvent dans de l'eau peu profonde, on n'a pas beaucoup de dioxygène. À ce moment-là, une partie des végétaux morts va échapper à la dégradation, à la décomposition, puisque les décomposeurs ont besoin de dioxygène. Donc s'il n'y a pas de dioxygène,
les végétaux vont échapper à la dégradation, ils ne vont pas être décomposés par les décomposeurs. Dans ces conditions, et uniquement dans ces conditions, il va y avoir l'action de certaines bactéries qui vivent en absence de dioxygène. Il existe des bactéries qui n'ont pas besoin de dioxygène pour vivre. Et c'est ces bactéries qui vont réaliser la carbonification dont on parlait tout à l'heure. Donc je reprends la phrase. Dans ces conditions, sous l'action de bactéries vivant en l'absence de dioxygène, mais aussi sous l'effet d'une augmentation lente de la température, puisqu'il y a un enfouissement progressif des débris, c'est-à-dire que les débris petit à petit s'enfoncent dans le sol, donc la température et la pression vont augmenter, nos longues chaînes de molécules organiques, donc c'est-à-dire nos molécules qui constituent les végétaux, vont évoluer. Ils vont se transformer. Rappelez-vous, on a dit que les végétaux étaient constitués de différentes molécules organiques, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Là, on comprend que les molécules volatiles, c'est-à-dire qui peuvent s'envoler, le dioxygène, on retrouve mon atome d'oxygène, le dihydrogène, on retrouve mon atome d'hydrogène, et le diazote, là encore, on retrouve l'atome d'azote, vont être libérés. Il ne reste alors que le carbone qui se concentre. C'est ce qu'on appelle la carbonification. Ce processus conduit à la transformation des végétaux morts en charbon. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend énormément de temps. Ça dure plusieurs dizaines de millions d'années pour que, enfouis dans le sol, en absence d'oxygène, certaines bactéries qui vivent en absence de dioxygène vont, sous l'effet de la température qui va augmenter, transformer les longues molécules organiques, permettre la libération des molécules volatiles, N2H2O2, et concentrer le carbone. C'est pourquoi on va avoir des charbons qui seront extrêmement riches en carbone. Ce processus s'appelle la carbonification. Vous pouvez surligner dans ce texte la première phrase. Quand les végétaux d'une forêt meurent, de longues molécules organiques qui les constituent sont décomposées en matière minérale par l'action des décomposeurs. On peut aussi surligner que une partie des végétaux morts peut alors échapper à cette dégradation. Et on peut surligner que dans ces conditions, sous l'action de bactéries vivant en absence de dioxygène et sous l'effet d'une augmentation lente de la température, les longues molécules organiques végétales évoluent. Les molécules volatiles sont libérées, le carbone se concentre, c'est la carbonification qui conduit à la transformation des végétaux morts en charbon. J'espère que vous avez compris ce document. Je vous donne quelques éléments pour compléter et que vous pouvez écrire dans votre cahier. Document 3. En temps normal, la matière organique végétale est décomposée. Mais si une grande quantité se retrouve dans une couche d'eau pauvre en dioxygène, une partie de cette matière organique végétale va pouvoir échapper à la décomposition. Et sous l'action de bactéries vivant en absence de dioxygène, ainsi que sous l'effet d'une température qui va augmenter lors de l'enfouissement de ces débris de végétaux, cette matière organique va se transformer en charbon par le phénomène de carbonification. Ce phénomène dure des dizaines de millions d'années. Nous allons donc maintenant nous intéresser au dernier document qui est le plus complet mais aussi le plus complexe. Regardons ce document qui est un schéma qui montre les différentes étapes de la formation du charbon. Nous avons l'étape numéro 1 ici, l'étape numéro 2, l'étape numéro 3, puis l'étape numéro 4. Première image. Nous avons une forêt qui se développe près d'une étendue d'eau qui est peu profonde. Cette forêt, elle est déposée au-dessus d'une roche mère qu'on va appeler un granit, donc le substratum, une roche
extrêmement dur, et il va y avoir par-dessus du grès, du sable, des graviers qui sont colorés ici en beige. Donc notre forêt pousse. Puis la forêt finit par mourir, c'est-à-dire que les débris de végétaux vont tomber au sol et vont commencer à s'enfouir, c'est-à-dire s'enfoncer directement à l'intérieur de la roche qui est dans le sol, c'est-à-dire des graviers, des sables et des grès. En même temps, nous avons l'eau qui augmente, qui monte, c'est-à-dire que ces débris de végétaux se retrouvent coincés dans l'eau et dans les roches, dans les grès, dans les sables et dans les graviers. Nous avons ici un phénomène de subsidence, c'est-à-dire d'enfoncement. Les végétaux s'enfoncent dans le sol. Comme ils sont à l'abri du dioxygène, ils sont à l'abri des décomposeurs et cette partie de végétaux ne va pas être décomposée par les décomposeurs mais va être transformée par nos fameuses bactéries qui n'ont pas besoin de dioxygène. Ces végétaux morts vont donc petit à petit s'enrichir en carbone et se libérer du dioxygène, du diazote et du dihydrogène et se transformer petit à petit en charbon, c'est-à-dire en roche extrêmement riche en carbone. Par-dessus, nous avons une couche d'une nouvelle roche qui peut se déposer, qui sont des schistes et des argiles, qui vont venir ici former une couche imperméable. C'est la troisième étape. Nous avons la formation d'une couche de charbon à partir des débris de végétaux morts qui vont subir ce qu'on appelle la carbonification. Quelques milliers d'années plus tard, on peut voir apparaître une nouvelle forêt qui peut se développer par-dessus la première, qui n'existe évidemment plus, et donc on va avoir un dépôt de grès et l'installation d'une nouvelle végétation qui potentiellement pourra, elle aussi, donner, beaucoup plus tard, une nouvelle formation de charbon un petit peu au-dessus. Voici quelques éléments de réponse pour l'analyse du document 4. Document 4. La formation des gisements de charbon se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est le dépôt de grès, de sable, de gravier lorsque l'eau va remonter. Puis nous avons un enfoncement dans les sédiments, c'est-à-dire dans les grès, dans les sables et dans les graviers, de restes de végétaux. Cet enfoncement s'appelle la subsidence. Comme ces végétaux sont emprisonnés à l'intérieur des sédiments, il va y avoir la formation d'une couche de charbon à partir du débris de végétaux. C'est ce qu'on appelle la carbonification. Enfin, dernière étape, il peut y avoir des grès qui vont se déposer de nouveau sur la couche de charbon et installer une nouvelle végétation, une nouvelle forêt par exemple. Il peut y avoir un nouveau cycle de formation de charbon qui va recommencer. Je vous propose en guide de correction une petite synthèse que vous pouvez écrire sur votre cahier à la suite de l'analyse de tous ces documents. Alors, reprenons. Nous devions nous intéresser à quelles sont les conditions et les étapes de la formation du charbon. Nous avons vu qu'il fallait d'abord une zone de forêt proche d'une étendue d'eau peu profonde et qu'il fallait une grande quantité importante de débris de végétaux qui devaient s'accumuler dans cette couche d'eau peu profonde. La matière organique végétale entre alors en décomposition sous l'action des décomposeurs. Mais nous savons que cette transformation nécessite du dioxygène. Et si la quantité de débris végétaux est importante, la couche d'eau déjà pauvre en dioxygène se retrouve rapidement dépourvue de dioxygène. De plus, les sédiments qui se déposent évitent un contact entre la matière organique et l'eau et donc on se retrouve dans un milieu qui contient peu de dioxygène. À ce moment-là, une partie de cette matière organique végétale va échapper à l'action des décomposeurs et sous l'effet de bactéries puis de l'augmentation de la température et de la pression,
lorsque les végétaux s'enfoncent dans les sédiments, dans les graviers, dans les sables, les matières volatiles, donc de la matière organique, vont être éliminées. Le dioxygène, qui est un gaz, va s'échapper. Le diazote, qui est aussi un gaz, va s'échapper, tout comme le dihydrogène, qui est encore un gaz. Et il ne va rester que le carbone, qui va être conservé, concentré. C'est ce qu'on appelle la carbonification. La matière organique végétale va donc se transformer d'abord en tourbe à 50% de carbone, en houille et enfin en anthracite si elle contient entre 90 et 95% de carbone. Ce processus prend des millions d'années et une fois qu'un cycle de formation du charbon est fini, un autre peut recommencer. Le charbon est une roche combustible puisque en brûlant il libère de l'énergie, mais il se forme par l'accumulation et la conservation de matières organiques produites par des végétaux il y a des millions d'années. C'est pourquoi on dit que le charbon est un combustible fossile. J'espère que vous avez compris l'ensemble de ce cours compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via Pronote.